Bonsoir et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, France-Maroc, la grande réconciliation. On va revenir sur la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat. Elle s'est achevée aujourd'hui. Sahara occidental, contrats économiques, immigration, 3 jours en grande pompe pour sceller la fin de plusieurs années de brouille. Grand décryptage dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Une ministre dans l'interview franc-parler ce soir. Sa mission, éviter à tout prix la chute du gouvernement dans ce contexte inédit à l'Assemblée. Nathalie Delattre est en charge des relations avec le Parlement. Elle sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir. Faut-il supprimer un deuxième jour férié pour faire des économies? Le gouvernement y réfléchit. Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. Ça vous regarde. Installez-vous. C'est parti. Tout est pardonné, ou presque. Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI ont donc scellé la réconciliation entre la France et le Maroc. On va revenir ce soir sur ces 3 jours à Rabat de faste et de contrat, les images, les personnalités et surtout les actes pour réchauffer une relation diplomatique en froid depuis 6 ans. Peut-on parler de succès ce soir? Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous ce soir, professeur des universités, spécialiste du Moyen-Orient, de l'islam contemporain. Votre dernier ouvrage, vous étiez venu ici même nous en parler, Le bouleversement du monde chez Plomb. Bonsoir Charles Rodwell. Bonsoir. Bienvenue, député Ensemble pour la République des Yvelines. Vous connaissez bien le Maroc, vous y avez vécu, vous êtes membre du groupe d'amitié entre nos deux pays. Bonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir. Bienvenue, éditorialiste politique à I24 News et co-réalisateur avec Yves Deray, d'un documentaire remarquable, Le parcours d'un roi, le Maroc de Mohamed VI. Enfin, bonsoir Fadwa Isla. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste à Jeune Afrique, spécialiste du Maghreb. Alors que faut-il retenir de cette visite d'État? C'est Bruno Donnet dans son récap qui nous plante le décor tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, Emmanuel Macron et Mohamed VI enfin réconciliés. Oui, ça faisait 3 ans Myriam, 3 ans que ces deux-là ne s'étaient plus parlé. Pourquoi? Eh bien parce que dans le conflit hautement géopolitique qui oppose le Maroc et l'Algérie sur l'épineux sujet du Sahara occidental, la France soutenait jusqu'ici plutôt l'Algérie. Seulement voilà, tout ça c'était avant qu'Emmanuel Macron ne change de pied et n'apporte son soutien au Maroc. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Applaudissements, standing ovation, tapis rouge. Mohamed VI a mis les petits plats dans les grands pour recevoir son nouvel ami Emmanuel Macron, qui a donc eu droit à la Mercedes limousine, au bain de foule et surtout à la signature d'accords économiques juteux pour la plus grande satisfaction de notre ministre de l'économie. La France est déjà très présente au Maroc. Après cette visite d'État, elle le sera encore davantage. Voilà, car en échange du retournement d'Emmanuel Macron sur la question du Sahara occidental, le Maroc a accepté de signer 22 contrats pour un montant total de 10 milliards d'euros. La France a notamment vendu 18 TGV fabriqués par Alstom, des centrales solaires et éoliennes produites par Total Energy et une usine de traitement des déchets développée par le tricolore Suez. Et pourtant, elle revient de très loin, cette relation diplomatique. Oui, les deux pays étaient plus que brouillés, Myriam. Mais l'an dernier, par exemple, au moment du terrible séisme au Maroc, Mohamed VI avait carrément ignoré les propositions d'aide de la France, au point qu'à l'époque, un certain Bruno Retailleau avait fustigé très vertement les positions d'Emmanuel Macron. Ce silence opposé à la proposition d'aide de la France, c'est finalement le signe de l'échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron. 13 mois plus tard, tout a changé. Bruno Retailleau est devenu ministre de l'Intérieur. Il accompagne Emmanuel Macron en visite d'État et il est heureux. Je voudrais dire que l'amitié entre la France et le Maroc connaît un nouveau départ et je m'en réjouis.
Voilà, alors réjouit tout le monde l'est, enfin presque. Avant-hier, Emmanuel Macron et Mohamed VI ont signé une déclaration de partenariat d'exception renforcée, seulement voilà, dans cette atmosphère guillerette. Un homme a fait part de son profond mécontentement. Il s'appelle Abdelmadjid de Tebboune, le président algérien furieux contre la France et ses déclarations à propos du Sahara occidental. À croire, Myriam, que pour solutionner une crise diplomatique, Emmanuel Macron est en train d'en ouvrir une nouvelle. Merci beaucoup Bruno Donnet. Gilles Kepel, est-ce que la phrase d'Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre sur le Sahara occidental, souveraineté marocaine, c'est la plus importante selon vous de ce voyage? Est-ce que c'est un véritable tournant? Ça avait déjà été annoncé avant, bien sûr, mais en effet, c'est un tournant géopolitique très important, puisque Paris avait cherché à maintenir un équilibre entre Alger et Rabat, à la fois pour des enjeux extérieurs et aussi pour des enjeux internes, puisque la relation entre la France d'un côté, le Maroc, l'Algérie, dans une certaine mesure la Tunisie aussi, voire la Turquie maintenant, est aussi très liée à la présence de très nombreux ressortissants originaires de ces pays. Et on a vu M. Retailleau, notamment, ce qui avait déclenché les crises, ça avait été le fait que les OQTF, c'est-à-dire les ordres de quitter le territoire français, étaient peu ou pas appliqués ou étaient gérés dans une relation de négociation complexe. On va y revenir sur l'immigration, mais sur le Sahara occidental, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas assez bien ce dossier, oui, qu'est-ce qui explique qu'il soit si disputé entre le Maroc et l'Algérie? C'est un territoire donc, qui appartenait autrefois à l'Espagne, qui s'en est retiré dans une situation confuse, et qui a abouti à ce qu'une marche verte, à l'époque du règne de Hassan II, a amené des Marocains donc, dans la zone concernée. Et le Maroc considérant que ce territoire fait partie du Maroc, alors que l'Algérie, elle, estimait que le Front Polisario, qui représenterait, selon elle, donc, les populations de cette région, réclame en réalité l'indépendance et donc le Front Polisario est soutenu par l'Algérie avec des incidents armés nombreux. La France a tenu globalement une position de distance parce que les instances internationales avaient plutôt refusé le fait accompli marocain, qui était jugé comme tel, et favorisait les référendums d'autodétermination. C'est une affaire assez complexe. Et en fait, le moment où les choses ont basculé à l'échelle internationale, c'est lorsque, lors des accords d'Abraham, le Maroc, le Maroc, Saoudite, le Maroc. En 2020, qui faisait en sorte que Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et également le Maroc, donc ont signé des accords sous l'égide de Donald Trump, président des États-Unis à l'époque. Et le Maroc a, d'une certaine manière, obtenu en échange de la reconnaissance d'Israël, la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara occidental. À partir de ce moment-là, le rapport de force a basculé et un certain nombre d'États européens qui étaient plutôt sur des positions, disons, neutres, donc considérées comme pas pro-marocaines par les Marocains, ont commencé à basculer. Et bien sûr, le principal enjeu, c'était la France, ancienne puissance coloniale, principalement avec l'Espagne au nord, mais surtout la France, et avec lesquelles les relations, évidemment, sont intenses, osmotiques, si vous voulez. Et il y avait eu beaucoup de frictions. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait au Maroc il y a quelque temps, qui était assez complexe, effectivement, de ce point de vue-là. Et je crois qu'après la visite du président de la République à Alger, il y a maintenant un peu plus d'1 an, les espoirs attendus de cette relation ne se sont pas concrétisés. Il faut bien se rappeler qu'on est quand même dans un moment très difficile pour la France en Afrique, avec les coups d'État anti-français, pro-russes qui se sont multipliés, les élections au Sénégal, et Alger, finalement, est dans ce camp-là. Oui. Alors on verra si je crois que ça fait partie de l'ensemble géopolitique. En ouvrir une autre. Mais le panorama géopolitique est très bien posé. Michaël Darmon, l'amitié franco-marocaine, elle est ancienne, elle est historique. On se souvient de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. C'était rompu. Vous qui avez travaillé sur le royaume chérifien, sur la personnalité de Mohamed VI, il ne se parlait plus avec Emmanuel Macron. Comment on en est arrivé là? Ça s'est fait progressivement?
Alors, il y a toute une série effectivement de contentieux qui est venue un peu aggraver la relation personnelle très compliquée entre donc, les deux dirigeants dès le début. Parce qu'en fait, il faut bien préciser que ce n'était pas une brouille entre les Français et les Marocains. C'était une brouille entre les deux dirigeants. Personnel. Quasiment Il y avait eu une visite personnel. rapide en 2018. Très rapide et qui justement avait sans déjà... Madame Macron, et qui ça avait avait posé froissé. déjà la difficulté de la relation. Le point d'orgue a été ce qu'on a appelé l'affaire Pegasus, c'est-à-dire les écoutes de bon nombre de responsables français via un logiciel de Pegasus qui était en possession du Maroc. Là, il y a eu, pour faire vite, à un moment donné, une discussion au téléphone extrêmement dure, acerbe, entre le président français et le roi du Maroc, parce que Emmanuel Macron a voulu absolument faire reconnaître, faire dire au roi du Maroc, Mohamed VI, que le Maroc était responsable de ces écoutes-là. De son propre téléphone. Hein. De son propre téléphone. Ça s'est très mal passé, et de ce point de vue-là, ça a contribué en plus au gel, au quasi-gel de toutes les relations. Et puis, il y avait effectivement cette dimension géopolitique importante, parce que pour le Maroc, c'est une matrice quasi identitaire, le Sahara occidental. Et à partir de là, le roi du Maroc avait décidé, depuis déjà 2 ans environ, de mettre une sorte de grille de lecture entre tout simplement amis du Maroc soutenant le Sahara, ne soutenant pas... Avec moi ou contre moi. Avec moi ou contre moi. Et à partir de là, il disait à tout le monde, ne faites pas comme les Français. Si vous voulez être amis avec moi, ne faites pas comme les Français. Bref, le 30 juillet, la déclaration et la lettre d'engagement, on va dire, a permis que cette visite puisse exister. Et aujourd'hui, donc, le pouvoir marocain semble rassuré. Fadwa Isla, cette visite, et quelle visite? Parce que là, on n'est pas dans un aller-retour rapide. Hein. On a une délégation de stars, de sportifs, d'artistes, de patrons. On a des images, on les voyait plus, ces images, hein, comme ça, avec la voiture, les bains de foule. Sur la forme, ça envoie quel message? C'est une visite d'État. C'est la première d'Emmanuel Macron. Donc, la dernière visite d'État d'un président français remonte à François Hollande et à 2013, je crois. Et il y avait une volonté de donner corps à cette réconciliation. Une réconciliation qui vient, une reprise des relations, puisque l'amitié et les relations économiques, elles, n'ont jamais été rompues. Néanmoins, il y avait un froid, même un glacial, ces dernières années. Après le séisme, le Maroc a refusé l'aide de la France. Le séisme était l'acmé, le point culminant de cette crise entre les deux pays. Deux pays qui ont une relation très très forte, qui a plusieurs siècles. Ça ne date pas de la colonisation, ça ne date pas de l'indépendance. Les ambassadeurs français étaient là déjà sous François Ier. Donc il y a quand même une relation d'amitié extrêmement forte, des diasporas d'un côté comme de l'autre. Néanmoins, comme vous l'avez souligné, il y avait cette question du Sahara, qui au-delà des relations personnelles, la question du Sahara est une question existentielle aux yeux du royaume. Et le roi en avait fait un leitmotiv qu'il rappelait dans tous ses discours. Et la France, puissance coloniale, était au début, au commencement de ce conflit. Elle était présente et témoin, ce que reflète bien cette phrase du général de Gaulle, qui avait invité le sultan Mohamed V à examiner cette question du Sahara dès 1960, donc bien avant l'indépendance de l'Algérie. Ce à quoi le sultan avait répondu « Nous verrons ça avec nos frères algériens ». Et bon, après la suite a été la guerre des sables. Donc il fallait donner corps à cette réconciliation. Donc c'est au fond le point d'étape de la réconciliation après des petits pas de réchauffement. Tout ça ne s'est pas fait à la faveur de ces 3 jours. Charles Rodwell, moisson de contrats à la clé, 10 milliards total, des TGV, des centrales, des usines. Tout ça valait bien une véritable fureur et une véritable nouvelle brouille. Là, elle est actée, elle était déjà ancienne, avec Alger. Je crois surtout que, l'impact économique est fondamental, est bénéfique à nos deux pays, mais surtout les contrats économiques qui ont été signés servent une vision politique qui est partagée par nos deux pays, que rappelait Gilles Kepel. Du côté du président de la République et du gouvernement, des différents ministres qui se sont rendus, il y avait vraiment cette volonté en fait, de réaffirmer que la France considère, le Maroc comme une puissance de premier plan du continent africain, et deuxièmement, que le Maroc est une puissance d'équilibre entre nos deux continents. 1, du fait de sa géographie, tout simplement. 2, du fait d'un héritage diplomatique,
L'un des événements marquants de ces dernières décennies, c'est par exemple que le Maroc a été longtemps exclu de l'Union africaine et donc que le pays a dû se tourner vers d'autres nations et a construit cette position d'équilibre. Et les accords d'Abraham en sont, je crois, une bonne conclusion. Et puis, bien sûr, une volonté politique et la continuité notamment de plusieurs monarques, Mohamed V, Hassan II et le roi, Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui. Et cette position d'équilibre, elle a un impact très concret dans plusieurs domaines pour nous. On va investir au Sahara occidental, on va aider les Marocains à développer ce territoire souverain marocain. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, un impact diplomatique, un impact économique. On peut mentionner des entreprises comme Royal Air Maroc, qui est une entreprise qui fait exactement le lien entre nos deux continents, qui est une entreprise qui incarne parfaitement cette puissance d'équilibre. On peut citer une autre entreprise qui a signé des gros contrats avec des entreprises françaises, c'est l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui repose sur la production et sur l'export de phosphate, qui est une des grandes richesses du Maroc, et qui investit, qui est en train de déployer la politique à la fois diplomatique et économique du Maroc sur une bonne partie de l'Afrique subsaharienne. Et l'objectif de ces investissements communs, c'est aussi que les entreprises françaises puissent bénéficier en partie de ce déploiement. Et puis, j'indiquerai aussi que le Maroc incarne une forme de puissance d'équilibre aussi dans ses institutions, décrit souvent ouvertement comme une monarchie constitutionnelle ou parlementaire. Alors ça, je laisserai bien sûr aux experts du sujet en tirer des conclusions. Mais il n'y a pas si longtemps, pendant le printemps arabe, le Maroc a su résister, entre guillemets, à la foudre qui frappait une bonne partie de ces pays en réformant sa constitution en 2014, me semble-t-il, et donc a réussi à créer une forme de pôle de stabilité qui est toujours extrêmement positif par rapport pour le climat des aux affaires islamistes, vous et voulez donc dire pour les investissements. Alors, on va parler de la question migratoire dans un instant. Je vais vous montrer un sujet parce que ça reste quand même le gros sujet de discorde, même si on nous parle de coopération, mais sur les conséquences avec l'Algérie. Fureur du président Tebboune. Pas une ligne dans les médias algériens sur cette visite d'État. La rupture était déjà consommée d'une certaine façon, où il y a un pas franchi de plus qui peut avoir des conséquences diplomatiques, économiques, importantes, migratoires avec la France. Alors, sur le plan économique, les relations avec l'Algérie sont assez faibles par rapport au Maroc. Et ce que disait monsieur le député, je crois qu'il est très juste, c'est qu'il y a une très grande dynamique dans la société marocaine, une dynamique industrielle, une dynamique économique, etc. Et le Maroc se conçoit dans ce qu'ils appellent la verticale atlantique, c'est-à-dire facilitant des relations à un moment où justement elles sont très difficiles, ou elles sont rendues difficiles par le bouleversement du monde, par la mondialisation entre la France et l'Europe et les États, entre guillemets, du Sud global. Donc il y a un point là important. Et en contrepartie, le système algérien reste quand même fondamentalement crispé sur la gestion de la rente pétrolière. Et donc il y a très peu de dynamisme interne, et c'est ça qui, je crois, in fine, l'a emporté. En termes de basculement. Et puis, bon, il faut bien reconnaître que vous avez 44 écoles, je crois, de la mission française au Maroc, que les élites sont formées. Ça, moi, à titre modestement, j'ai un certain nombre d'anciens ministres marocains et de leurs directeurs qui sont mes anciens élèves à Sciences Po, ce qui n'est pas du tout le cas pour ceux qui sont passés, qui sont de leurs contreparties algériennes, si vous voulez. Et donc, je crois qu'il y a ce souhait de faire les choses pour anticiper sur la question migratoire. Il y a aussi la perspective qu'à partir du moment où il y a des emplois dans un pays, la pression migratoire, le flux extérieur baisse. Alors justement, la question migratoire et la difficulté à expulser des Marocains en situation irrégulière ou sous OQTF, Rabat avait très mal pris la réduction de moitié du nombre de visas accordés au Maroc en 2021. Aujourd'hui, c'est la coopération, le mot maître de cette visite d'État, comme nous l'explique Marco Pommier. Retour sur ce bras de fer. Multiples rebondissements dans le bras de fer qui oppose le Maroc à la France sur l'épineuse question des expulsions. Fin septembre, le nouveau ministre de l'Intérieur tape du poing sur la table en pleine affaire philippine. Cette jeune fille, violée et assassinée dans le bois de Boulogne. Le meurtrier présumé, Tao, un ressortissant marocain récidiviste sous OQTF. Il avait l'obligation de quitter le territoire français. Et pourtant, la justice française le libère sans laisser passer consulaire du Maroc.
ce document indispensable pour renvoyer un étranger en situation irrégulière dans son pays. Il faut assumer de conditionner notre politique de visa à la délivrance des laissez-passer. Nous sommes trop généreux, sans être payés de retour. Une menace déjà mise à exécution. À l'automne 2021, le gouvernement baisse de 50% le nombre de visas accordés au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie. Objectif, inciter ces pays du Maghreb à délivrer plus de laissez-passer consulaires. Bilan mitigé selon la Cour des comptes. Cette politique a été décidée unilatéralement par la France et peu préparée. De plus, cette mesure a dégradé la relation avec ces 3 pays sans que ceux-ci n'acceptent de réadmettre davantage leurs ressortissants. Fin 2022, la France fait marche arrière et lève ses restrictions. Une coopération en dents de scie. Ces dernières heures, Bruno Retailleau a négocié personnellement avec son homologue marocain en marge de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Un accord a été conclu, assure le ministre de l'Intérieur, pour augmenter le nombre d'extraditions et en raccourcir les délais. Nous avons convenu, avec mon homologue, de suivre directement cette question à notre niveau, avec des points d'étape réguliers. L'année dernière, 865 Marocains ont fait l'objet d'un éloignement forcé. Alors, cette politique de restriction des visas n'a pas marché, Charles Rodwell. Ça va marcher aujourd'hui? Vous y croyez? Moi, je crois au contraire que cette forme de rapport de force qu'il y a eu il y a quelque temps a été nécessaire à la relation entre la France et nos pays. Vous avez vu les mots de la Cour des comptes. Mal préparé, en 2023, 238 000 visas accordés aux ressortissants marocains pour seulement 1680 retours forcés. Justement, les crédits qu'on est en train d'examiner en ce moment, je suis rapporteur sur le budget de l'immigration et donc aussi sur le budget qui concerne le retour au pays d'origine. Il y a 2 raisons à cela. Je crois qui compte dans une relation fondamentale entre ces 3 pays, le Maroc notamment et la France, c'est que ce sont à la fois des pays d'origine et de transit, même si certains flux sont réduits par rapport à d'autres pays du Maghreb, ils le sont quand même. Et on était dans une logique en 2020-2021, à la sortie de la crise Covid, qui était extrêmement déséquilibrée entre la délivrance de visas qui était large et des contreparties qui étaient trop, en tout cas moindres, notamment dans les considérations du gouvernement de Gérald Darmanin en tête. Et je crois qu'il a eu raison d'affirmer à ce moment-là ce rapport de force. Mais une fois que vous inscrivez ce rapport de force, il faut trouver tous les moyens ensuite de signer des accords de coopération. Pour le coup, Bruno Retailleau a fait de la coopération avec les pays de transit et les pays d'origine une des clés, une des pièces maîtresses de sa politique migratoire, notamment on a vu avec la Turquie à quel point c'était difficile aussi, parce qu'il y a du chantage qui est effectué. D'autres pays. Et je crois qu'on est rentré dans ce temps-là. Et honnêtement, l'accord qui a été signé entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de l'Intérieur marocain est un signal politique très fort aussi pour ces autres pays dans une coopération globale que nous avons. Alors, je vois des noms qui font de la tête. Fadwa Islah, Michaël Darmon, vous partagez l'analyse, le diagnostic? Absolument pas. Alors, le Maroc, d'abord, a fait figure de bon élève sur cette question des retours et des OQTF, etc. Je pense qu'évidemment, on peut toujours améliorer, mais alors, se concentrer sur ça, c'est vraiment se tromper de sujet. La relation entre le Maroc et la France est autrement... il y a des enjeux autrement plus importants et... Aujourd'hui, pour un pays qui a des intérêts de souveraineté industrielle, économique, énergétique, le Maroc représente un allié extrêmement important. C'est une puissance régionale très importante, comme on l'a souligné tout à l'heure. Et il ne s'agit pas d'à nouveau remettre de l'huile sur le feu en focalisant sur ce sujet qui n'est pas un problème, mais qui fonctionne. On a parlé de tous les sujets, mais il y a aussi des attentes. Vous avez vu comme moi que l'assassin présumé de Philippines était d'origine marocaine sous OQTF. Je ne dis pas que ça n'a la même valeur. Simplement, ce sujet-là, il était dans la liste des sujets importants de cette visite d'État. Est-ce que vous avez l'impression qu'en coulisses, Bruno Retailleau, en rencontrant son homologue, le fait avancer? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je crois que c'est simplement que ça peut fluidifier, mais maintenant mettre dans la balance des visas qui sont des visas délivrés à des gens qui viennent pour faire du tourisme ou des affaires ou des études face à des gens qui sont sous OQTF et qui parfois sont des délinquants. Alors, qui n'ont pas sur les étudiants marocains dans les universités françaises, au contraire, il y a eu des mots très clairs dans l'accord pour favoriser
leur venue. Mais en fait, on part de loin, parce qu'il ne faut pas sous-estimer... monsieur le député dit que c'était une bonne politique, c'était une très mauvaise politique, parce qu'en fait, ça a laissé à la porte de la France les élites marocaines, tous ceux qui participent quotidiennement à la fluidité et à l'intensité de la relation entre ces deux pays. Et de ce point de vue-là, ça, c'est pas du tout la bonne politique à mener. On l'a bien compris. Là, aujourd'hui, ce qu'on entend les mots de la part de Bruno Retailleau de l'accord annoncé, c'est un accord on va dire, de concertation, de baromètre, de point d'étape. Il n'y a rien, pardon. Il n'y a pas du tout encore de sujet. On verra ça à l'usage. Et puis la dernière chose, c'est que ce sujet, il montre bien à quel point, dans ce voyage, d'une manière générale, c'est quand même le Maroc à la main. Le Maroc a eu la main sur la date. Le Maroc a eu la main sur le wording, sur les phrases qu'il fallait entendre, sur les mots que le président devait dire. Sinon, il ne venait pas. S'il ne prononçait pas le mot sur la souveraineté marocaine, avec évidemment l'Assemblée qui se levait spontanément, comme c'était prévu, il ne venait pas. Mais ces mots prononcés peuvent-ils faire avancer d'autres dossiers ? On verra, parce que les Marocains ont une vision très claire de la situation en France. Ils savent que c'est un président affaibli. Ils savent que c'est un président en fin de course. Ils savent que la situation française de politique intérieure est très compliquée pour Emmanuel Macron. Donc, on leur dit, OK, vous aurez un problème de visa, mais ils n'ont pas attendu la France. Ils sont déjà en train de parler depuis très longtemps avec d'autres pays, en train de développer des cursus universitaires qui ne passent plus par la France, qui ne passent plus par le français, qui passent par l'anglais. Donc, de ce point de vue-là, il faut avoir une vision beaucoup plus globale, ne pas penser que 3 jours de faste avec la moitié des artistes de Paris va changer la donne. Gilles Kepel, sur cette question migratoire, c'est vrai qu'on peut s'étonner qu'à la fois le ministre de l'Intérieur soit de cette visite d'État, rencontre son homologue. On sent bien que tout ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais que la question du chantage au visa n'est plus sur la table. C'est une autre politique qui est menée et en même temps circulaire, fermeté au préfet, avant même que la visite d'État ne soit terminée, pour justement accélérer et favoriser les expulsions. Est-ce que c'est de la bonne diplomatie ? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait une opinion publique française et que le Rassemblement national avait obtenu plus de 10 millions de voix aux dernières élections, avec une principale focalisation sur la question migratoire. Et donc, bien évidemment, un gouvernement, surtout celui-ci en ce moment, qui est suspendu entre la volonté, le veto des deux extrêmes de l'hémicycle, est extrêmement attentif à ces enjeux, puisque, comme on l'a dit, c'est une question géopolitique, une question rapport avec l'Afrique, développement économique, tout ça on l'a vu. Donc mais au fond, il s'adresse davantage aux opinions hexagonales en France, avec on a aussi ces différentes prises de position. Un enjeu de politique française immédiate, et c'est pourquoi la relation avec notamment les 3 pays de l'Afrique du Nord est à la fois un enjeu de politique étrangère et un enjeu de politique intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Mais vous savez, c'est un peu la même chose du côté marocain aussi, puisque à l'intérieur du Maroc, vous avez des visions qui ne sont pas toutes les mêmes de la relation avec la France. Il y a une partie de l'establishment qui, justement, en réaction à l'histoire des visas et des rapatriements forcés, a dit, puisque c'est comme ça, on va tous apprendre l'anglais. On l'entend d'ailleurs dans les malls au Maroc, les jeunes se parlent plutôt dans un slang mélangé d'anglais et de darija, alors que leurs mères se parlent un français parfait quand elles font leurs courses à côté. Vous voyez, il y a des évolutions. Vous arrivez au Maroc, tout est écrit maintenant en arabe, en anglais et en chinois dans les aéroports. Donc il n'y a plus... Enfin, dans les indications, les boutiques, ça c'est en français, mais donc les choses bougent. Alors, je vous demanderai un mot pour conclure sur cette visite. À votre avis, qu'est-ce qu'il restera et qu'est-ce que ça va changer avec ce petit bémol de la polémique Bellatar, puisque je voulais qu'on en dise un mot, on ne va pas s'éterniser, mais Yacine Bellatar, qui faisait partie de la délégation, c'est un humoriste qui a été condamné après avoir fait des menaces de mort, Fadwa Salah, à l'invitation donc d'Emmanuel Macron. Beaucoup de bruit pour rien, où il y a un sujet, une maladresse. Moi, ça reste très anecdotique et c'est une question totalement, on va dire, franco-française et qui montre probablement des histoires de maladresse interne en termes de casting ou de protocole. D'ailleurs, je pense que même du point de vue marocain, je ne suis pas certaine qu'il ait sa place aux yeux des Marocains. Alors, ce que j'ai envie de retenir et ce qui restera de cette visite, c'est que
Emmanuel Macron, après avoir longtemps privilégié ses relations avec Alger, a choisi finalement de prendre le train de l'histoire, qui est le train de l'histoire et de l'avenir, qui est que le Maroc aujourd'hui est une puissance régionale. Le Maroc aujourd'hui offre une plateforme de production mondiale avec des accords de libre-échange. Il en a 55, donc ça permet de produire à 14 km de l'Europe à moindre coût avec de l'énergie décarbonée. Quand on sait ce que ça représente, on comprend qu'Emmanuel Macron a enfin mis les bonnes lunettes et que ce n'est pas pour les beaux yeux du Maroc qu'il est venu. Allez, je vous donnerai le mot de la fin. Politique et géopolitique. Alors, politique, on va laisser de côté, au fond, le côté bon plaisir de la délégation présidentielle, hein, voilà, qui aime bien montrer qu'il est encore dans la transgression, et ça n'a pas grand intérêt en réalité. Le sujet géopolitique, c'est effectivement que le Maroc vient tenter de sauver aussi la France, qui est en grande difficulté en Afrique, et qui peut effectivement éventuellement retrouver la main s'il continue à lire correctement ce qui se passe avec le Maroc. Donc le rapport de force a changé complètement pour vous. Merci infiniment pour ce grand décryptage et à très bientôt sur LCP, je l'espère. Bonsoir Nathalie Delattre. Bonsoir. Et merci d'être mon invitée franc-parler dans un instant. Nouvelle ministre en charge des relations avec le Parlement, peut dire que c'est un job plus que périlleux, comme nous le montre l'invitation de Thibaut Hénoc. Interview juste après. Si on vous invite, Nathalie Delattre, c'est que vous êtes une actrice clé d'un jeu parlementaire redevenu centre de gravité de la vie politique française. Ministre chargée des relations avec le Parlement, issue du Parti radical dont vous êtes présidente, ancienne sénatrice, le Premier ministre Michel Barnier vous a choisi pour une mission que beaucoup ont refusée, tant elle semble impossible, maintenir à flot la barque du gouvernement dans une assemblée où la majorité relative peut à tout moment prendre l'eau. Première vague à franchir, le budget 2025. Il y a 10 jours, vous réunissez pour la première fois l'ensemble des élus du socle commun aux côtés du Premier ministre. La recherche d'une unité quand déjà tout tangue. Sur des points clés comme la taxation des plus aisés ou les charges des entreprises, des divisions se font jour. Face à des bancs du socle commun clairsemés, les oppositions prennent la main. Déjà, le doute s'installe sur la méthode. Je n'ai pas beaucoup vu de volonté d'aller au compromis de part et d'autre. De part et d'autre, c'est-à-dire ? De part et d'autre. Du gouvernement ? Il faut un gouvernement qui soit en capacité d'assurer cette construction de compromis. Un compromis d'autant plus difficile à trouver qu'il se fait sous la menace d'une censure par le Rassemblement national. Il n'est évidemment pas trop tard pour revoir votre copie. Nous espérons vous en convaincre pour ne pas être obligés de vous y contraindre. Alors comment sortir de cette ornière ? Le recours à l'article 49.3 est une option. J'ai cette capacité constitutionnelle dans les mains, mais je veux donner une chance au débat démocratique et parlementaire de se dérouler. Parmi les autres possibilités, laisser le temps s'écouler à l'Assemblée pour éviter un vote. Il court déjà le bruit que vous comptez vous dispenser de l'avis de l'Assemblée nationale. Cela se fera à vos risques et périls. Alors Nathalie Delattre, la ministre que vous êtes, a-t-elle la solution pour sortir de ce péril budgétaire ? Bienvenue sur ce plateau Nathalie Delattre. Vous aimez l'émission Impossible ? Tout à fait. J'aime relever les défis, en tout cas, oui. Alors, c'est Michel Barnier qui vous a cherché, qui est venu vous voir au Sénat. En fait, ce choix interroge un peu parce que vous êtes sénatrice et vous n'êtes pas députée. Vous êtes issue d'un petit parti, le Parti radical, qui n'est pas représenté ici au Palais Bourbon, alors que l'enjeu politique, l'enjeu tactique, c'est ici, à l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser la question de votre profil ? Oui, bien sûr, ça je le comprends. Mais je comprends aussi le choix de Michel Barnier. D'abord, effectivement, je suis issue d'un petit parti, mais un parti historique qui a connu... Le Parti radical. Le Parti radical, et qui a connu des compromis, des gouvernements successifs, 3e et 4e République. Donc nous avons dans notre ADN cette façon de pouvoir organiser ce type d'épisode un peu inédit de la 5e République. Et ensuite...
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce job impossible ? Du coup, je connais la procédure parlementaire. Je maîtrise effectivement les stratégies, les scénarios possibles procéduraux. Et je n'ai pas de passif avec des députés. Moi, j'en connais beaucoup des députés. C'est pas un monde inconnu pour moi, l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas de passif avec eux parce que je ne suis issue d'aucun groupe. Et c'est aussi ça. C'est aussi un atout. Un atout. Alors, le premier mur à franchir, c'est le budget. Le Premier ministre a fait le choix politique de laisser le débat se dérouler dans l'hémicycle plutôt que de dégainer le 49.3 tout de suite. Est-ce que vous l'assumez toujours, ce choix, au vu de la surenchère fiscale de ce week-end ? Ah oui, c'est assumé. C'est la méthode Barnier et c'est une volonté de ne plus être dans l'hyper-présidentialisation, mais de laisser effectivement s'exprimer nos institutions de la 5e. Et la base, c'est le bicamérisme, c'est le parlementarisme et c'est les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et le week-end, c'est 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à l'Assemblée votés dans l'hémicycle à la faveur d'une alliance entre le NFP et le RN. C'est quand même très anxiogène comme climat pour les Français, ça vous le reconnaissez ? Oui, tout à fait, mais ce qui avait été annoncé, c'est ça, c'est de dire nous n'avons pas l'apanage des bonnes idées, nous souhaitons que le débat vive, nous souhaitons regarder les solutions qui sont proposées. D'un autre côté, on voit bien qu'il y a des coalitions LFI, RN, à certains moments, qui se font avec des taxations massives. Et ça ne vous pousse pas à couper court plus vite ? La solution n'est pas là. Mais pourquoi couper court ? Je veux dire que nous sommes des démocrates et que nous avons envie de pouvoir discuter et de faire en sorte que les Français s'aperçoivent aussi de situations qui ne sont pas tenables et de propositions qui ne sont pas tenables. Et parfois, donc les Français va continuer effectivement à laisser vivre ce débat. Madame Delattre, les Français s'aperçoivent aussi qu'il n'y a pas grand monde dans votre camp, dans l'hémicycle. Regardez cette image, c'est vendredi dernier, 18h, ces bancs vides, ce sont les vôtres, ceux du socle commun, des macronistes et de la droite républicaine. Où étaient-ils ? Écoutez, c'est vrai que nous avons eu 2 années avec 49.3, donc sur les textes financiers, avec une non-habitude de ce débat. Et nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a eu le traumatisme de la dissolution et l'envie pour nos parlementaires de continuer à arpenter le territoire et de pouvoir continuer à dialoguer et à faire remonter les problématiques. Ma présence ne sert à rien puisqu'au fond on est minoritaire, puisque NFP plus ce qui n'est pas le cas, parce qu'on voit bien que sur certains votes, si nous avions été 4 ou 5 de plus, nous aurions pu faire changer le Donc vous avez vote. Perdu des votes. Donc oui, nous avons perdu des votes. Je crois que c'est de la responsabilité de chacun, mais je pense qu'il y a aussi de qui, alors un changement culturel, un changement culturel à avoir par rapport à des pratiques qui sont fait jour et effectivement une absence de débat sur les textes financiers les 2 dernières années. Donc, alors, il faut dire aux patrons de groupe de battre le rappel, très clairement. Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, faites votre boulot. En tout cas, c'est le vôtre peut-être. C'est ce que nous transmettons au groupe, c'est de dire il faut arriver à se mobiliser. Moi, j'y crois. Enfin, je veux dire que, vous savez, le socle commun sont des députés qui, à un moment donné, ont pu être dans une opposition frontale pendant des années. Donc, on a un changement Est-ce que la droite a compris on a effectivement des positions à obtenir. Oui, bien sûr, mais ça demande un peu de temps. Alors justement, cet exercice, sauf que nous sommes en train de vivre cet exercice en temps réel. Nous n'avons pas eu d'entraînement possible. Et ce budget a été préparé très rapidement. Certains de ces patrons de groupe dans la coalition au pouvoir, ce fameux socle commun, craignent que Michel Barnier ne leur laisse pas assez l'initiative. L'exemple, c'est l'annonce surprise du ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, sur l'instauration de 3 jours de carence pour les fonctionnaires. On entend souvent les députés dire qu'ils avaient des amendements en ce sens. Est-ce que vous allez feuilletonner comme ça des annonces gouvernementales sur le budget, ou est-ce que vous allez leur faire confiance pour déposer des amendements ? Non, je crois qu'effectivement, ce que nous avions à déposer a été déposé. Il faut que nous organisions cette coordination, et c'est vrai que c'est aussi du rôle des ministres thématiques, mais aussi du rôle du ministère des Relations avec le Parlement. Mais ils vous le disent, ça. Mais bien sûr qu'ils nous le disent, mais nous sommes là depuis 30 et quelques jours. Ils vous disent aussi, attention au Sénat.
C'est l'Assemblée qui doit avoir le dernier mot. C'est l'Assemblée nationale qui... Alors, on entend beaucoup cette idée que 49.3, forcément, inévitable, à la toute fin, vous allez nous le confirmer, ça ne peut pas se passer autrement puisque vous n'avez pas de majorité sur le budget. Mais ils s'inquiètent dans vos rangs, dans votre coalition, que la copie budgétaire soit réécrite par les sénateurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il n'y a pas de demi-parlement. Il y a 2 chambres, effectivement, qui sont complémentaires. Et donc, nous avons laissé le débat, et nous continuons à laisser le débat s'opérer à l'Assemblée nationale. Évidemment, il y aura transmission au Sénat, et nous allons laisser aussi cette chambre s'exprimer. Et on travaille mieux au Sénat qu'à l'Assemblée ? Qui s'exprime comporte effectivement une majorité gouvernementale, mais aussi des groupes d'opposition. Et nous sommes très intéressés de voir ce que ce débat peut amener. Cette chambre qui a peut-être plus l'habitude du compromis. On travaille mieux au Sénat pour vous, Madame la sénatrice, manifestement. On travaille différemment. Je ne veux pas mettre... voilà. Nous avons 2 chambres, c'est le bicamérisme. Chaque chambre a son rôle. Encore une fois, il n'y a pas des demi-parlementaires d'un côté ou de l'autre. À la toute fin du processus parlementaire. Le cas, effectivement, il y a un suffrage universel direct pour l'Assemblée nationale et indirect pour le Sénat. Ce n'est pas ce qui fait du Sénat une chambre inférieure. Par exemple, si les sénateurs suppriment complètement les économies sur les collectivités locales, vous savez que ce sont leurs électeurs pour les sénateurs, les maires en particulier. Est-ce que vous pensez que dans votre bloc central, ça va passer? Écoutez, en tout cas, nous avons commission mixte paritaire. Le Premier ministre, qui voit l'ensemble des présidents de groupe de la majorité, a été clair en disant qu'il avait un ancrage sur les 60 milliards. Il avait un ancrage très fort sur la répartition 40 milliards, 20 milliards. 40 milliards d'efforts sur la dépense publique de l'État. À la fin, il faudra trouver des compensations. Il faudra trouver des compensations, c'est-à-dire qu'il laisse une marge de manœuvre à ce débat. Et à la toute fin, disant, mais si vous trouvez une compensation avec un gage crédible qui puisse permettre d'effacer une partie, par exemple, de la contribution des collectivités locales et territoriales, je serais intéressée. Alors, je verrai si effectivement nous poursuivons sur cette voie. Pour ceux qui nous regardent, ils découvrent le processus parlementaire et il est technique. Certains parlent même de cuisine parlementaire. Pour être très très clair, vous, ministre en charge des relations avec le Parlement, vous leur dites ce soir, à la fin du processus parlementaire, il y aura un 49.3. Écoutez, en tout cas, c'est inévitable. C'est pas de la cuisine parlementaire, vous savez. Non. Tout ça est encadré. C'est la démocratie. C'est la Constitution. Par exemple, j'entends dire que nous avons raccourci le débat de l'Assemblée nationale. Il a été simplement décalé d'une semaine. Nous avons. Non, mais là, vous ne me répondez pas. À la fin, il y a un 49.3. Nous avons les 40 jours effectivement de débat. Il y aura transmission. Je ne peux pas présager. Vous espérez un vote sur le budget? Écoutez, en tout cas, un vote nous verrons ce qui sortira. Nous verrons si nous avons une commission mixte paritaire, si elle est conclusive. Alors, je pense qu'il faut se laisser se dérouler tout le processus avant d'envisager déjà vous le savez la fin. Mieux que moi, le Premier ministre va décider de quel 49.3, si 49.3 il y a, et c'est là tout l'enjeu, quel amendement il retiendra. Aujourd'hui, l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale a été purement et simplement supprimé. Il est très important parce qu'il augmentait le coût du travail via un remodelage des charges sociales et il a été supprimé par votre camp, par les macronistes et par la droite républicaine. Est-ce que Michel Barnier doit en tenir compte? De toute manière, il en parlera au président de la majorité. Essayons de comprendre pourquoi ce vote, ce qui a pu achoper dans la le président de la majorité, c'est les présidents des groupes majoritaires. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez. Mais c'est ça. C'est central cette position. Quand on leur parle, ils disent c'est notre but de guerre. On veut ça, c'est une ligne rouge. Oui. Et nous, ce que nous leur disons, c'est qu'aujourd'hui, le pays dans un tel état que nous pouvons tous, et nous avons le devoir de faire un pas et de trouver ce compromis que cherchent les Français. Effectivement, pour les Français, ce sont des discussions qui sont parfois, qui peuvent leur paraître stériles ou qui, effectivement, sont compliquées. Je crois que nous leur devons de la clarté et nous leur devons des lignes claires. Et c'est ce que nous recherchons au fur et à mesure de l'avancée des débats, c'est de pouvoir trouver ensemble ce consensus. Vous savez, je crois que depuis le début, il y a beaucoup de lignes rouges et que nous avançons dans la discussion de l'ensemble des groupes
ensemble. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir construire ensemble. Et vous avez aussi la charge, Nathalie en Delattre, avançant de dans les fluidifier les relations avec tous les groupes, y compris l'opposition. Comment ça se passe avec Marine Le Pen ? Écoutez, je l'ai à ma droite en conférence des présidents chaque semaine. Nous saluons. Et nous n'avons pas eu encore l'occasion Est-ce qu'elle vous semble disposée à ne pas censurer le gouvernement ? Je ne sais pas, je ne lui ai pas posé cette question-là. Je n'ai pas eu encore, comme je vous le disais, Michel Barnier, l'occasion de la voir. Le Premier ministre. Et de la recevoir au MRP. Je la recevrai, comme je reçois l'ensemble des présidents de groupe, comme je recevrai Mathilde Panot aussi. Michel Barnier lui a promis une loi immigration en échange de sa clémence sur le budget ? Aucune promesse de ce type-là. Et pourquoi une nouvelle loi immigration, franchement, alors que les décrets d'application ne sont même pas encore sortis de la précédente ? Pour l'instant, la commande que j'ai, c'est de pouvoir trouver dans les textes, dans les fenêtres de tir de l'ordre du jour du gouvernement, la transcription du pacte européen asile-immigration. Je n'ai pas d'autres demandes d'introduction de texte sur... La question sur les OQTF, l'augmentation des délais de carence dans les centres de rétention. Donc il y aura une loi au-delà de la transcription du pacte asile-immigration. Pour l'instant, nous avons une obligation de transcription puisque la loi européenne sera en vigueur en 2026. Nous devons faire ce travail en 2025. Donc pour l'instant, c'est la commande que j'ai et c'est la seule commande. Pour terminer, Madame la Ministre, si cette haie budgétaire est passée sans censure, Michel Barnier se projette d'ailleurs dans Le Parisien, il a même un plan d'action à 5 ans. À quoi peut-on s'attendre à partir du mois de janvier ? Par exemple, est-ce que la loi sur la fin de vie va redémarrer dans l'hémicycle là où elle s'était arrêtée ? Oui, nous avons plusieurs textes importants et qui demandent du temps. Et c'est ça qui est un peu compliqué à bâtir sur les différentes séances. Il y a le projet de loi d'orientation agricole qui sera inscrit en commission des finances, puis au Sénat, commission des finances, puis donc on commence au Sénat. Séance sur et à l'Assemblée, le projet de loi agriculture. Et nous avons le projet de loi de la simplification qui demande là aussi... à l'Assemblée, ça à l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi la loi sur la sécurisation des transports. Vous savez, l'expérimentation et la fin sur de les vie, c'est pour quand ? Et la fin de vie, bien évidemment. C'est un sujet qui tient énormément à cœur au Premier ministre. Et qui reprendra là où le débat s'est arrêté ? Il n'en parle pas. Il souhaite d'abord avoir un entretien, et il téléphone beaucoup sur le sujet, avec les différents parlementaires ou différentes personnes expertes sur le sujet. Mais on ne sait pas exactement où reprendra le texte. Vous ne voulez pas nous dire ça ? Alors, vous ne savez pas. Effectivement, dit qu'il reprendrait le texte qui a été vu en l'état à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de regarder si c'est le texte qui a été introduit ou bien la PPL d'Olivier Fahlorny. Mais en tout cas, le débat est sur la table. Il n'y a absolument pas de volonté de ne pas inscrire ce texte. C'est trop important. Merci à vous, Nathalie Delattre. Bon courage pour cette mission délicate. Et à très vite sur LCP. On termine avec la question qui fâche avec nos chroniqueurs. Tir croisé ce soir avec deux excellents journalistes économiques, Fanny Guinochet de La Tribune et de France Info, la radio, Marc Vigneault de l'Opinion, bien installés, bien préparés. Voici la question qui fâche. Supprimer un jour férié, la petite musique prospère depuis quelques jours à l'heure où l'exécutif est en quête d'économie. Des parlementaires plaident pour la création d'une deuxième journée de solidarité et des ministres n'ont pas fermé la porte. C'est une proposition très intéressante qu'on instruit, qu'il faut regarder de près pour une raison que vous connaissez bien. En France, on travaille moins que dans les autres pays. Faut-il y voir une alternative aux mesures décriées, comme le coup de rabot sur les allègements de charges ou encore le report de l'indexation des retraites? C'est tout l'enjeu du débat, car la mesure permettrait de dégager 2,4 milliards d'euros, selon un rapport des sénateurs. L'idée, c'est que l'effort soit réparti sur tout le monde, sur l'entreprise, sur les salariés. La journée de solidarité est créée en 2004 par le gouvernement Raffarin avec le lundi Pentecôte. Une journée travaillée mais non payée par les salariés. À l'époque, la mesure faisait débat. Je vois aucune objection. C'est quelque chose qu'on nous a donné, je vois pas pourquoi on le retirerait, quoi. Mais aujourd'hui, la perspective d'une telle mesure se heurte à l'hostilité des syndicats.
On a déjà eu une réforme des retraites, 3 réformes de l'assurance chômage, une réforme du code du travail, le gel des salaires dans le privé et dans le public, donc faut arrêter de se moquer du monde. Alors que les Français ont déjà été priés de se préparer à travailler plus longtemps avec la réforme des retraites, la question qui fâche, la voici. Faut-il supprimer un jour férié ? Allez, honneur aux dames. Fanny Guinochet. Alors effectivement, c'est une question qui fâche, ça c'est sûr, parce que c'est vécu comme un acquis. Les temps de travail et que revenir sur, trouver une autre journée, ça veut dire reprendre sur les jours fériés. Il y en a 11 en France. Quel jour férié en plus on peut prendre? Alors à part le 1er mai auquel on ne peut pas toucher, ça veut dire un certain nombre de débats, rien que pour trouver ce fameux jour férié. Est-ce que ce sera plutôt le 8 mai ou des jours de cérémonie, le 11 novembre, plutôt que des jours plutôt attachés à une tradition religieuse française? Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça rapporte de l'argent. 2,4 milliards. Voilà. Alors, c'est pas négligeable par les temps qui courent. Étant donné le budget, on voit que le gouvernement est en train de faire tous les fonds de tiroir. Mais ça pose un vrai problème. C'est que ça fait reposer, encore une fois, le modèle social sur le travail, essentiellement, parce que les retraités, ils payent quand même une petite contribution. Le travail, c'est-à-dire les salariés et les employeurs. Et c'est vrai que Sophie Binet l'a aussi rappelé, les salariés, eh bien, ils payent lourdement quand même le modèle social dans une France qui vieillit, parce que ce qu'il faut rappeler peut-être au tout départ, c'est que cette journée de solidarité, elle est faite pour payer, en tout cas celle que l'on a déjà, pour payer la dépendance, c'est-à-dire la perte d'autonomie. C'est la partie après la retraite, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Donc si on en met une deuxième, c'est parce qu'on vieillit. On a une population qui vieillit et ça coûte de plus en plus cher. Cette dépendance. Alors 2,4 milliards pour la dépendance, on est loin du compte. Ça ne suffit pas, voilà. Marc Vigneault. Mais je crois que c'est ça un peu le débat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette suppression de jours fériés. Si c'est pour financer la dépendance, en fait, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est pas gagnant pour l'entreprise. En fait, c'est une sorte de taxe qui repose soit sur le salarié, soit sur l'entreprise, parce qu'on sait que celle de 2004, il y a des entreprises qui ont dit on ne va pas vraiment vous faire travailler plus, on va vous offrir ce jour, puisqu'il y a la liberté de choisir le jour qu'il faudrait travailler. Il y a des entreprises qui ont dit on vous l'offre. Donc en fait, c'est un nouveau prélèvement. Ça veut dire qu'effectivement, on prélève sur les actifs de quoi financer la dépendance, alors que déjà, le modèle social est financé énormément par le travail. On cherche de l'argent pour les déficits, oui, personne n'imagine que ça irait ailleurs. Politiquement, par exemple, les partis du bloc gouvernemental disent si on récupère 2,4 milliards grâce à cette journée de solidarité, nous, on voudrait que le gouvernement nous entende. On n'a pas, par exemple, l'ex-majorité relative, Gabriel Attal, dit nous, on ne voudrait pas que le gouvernement tape dans les allègements de charges pour les entreprises, donc on va prendre cet argent pour finalement atténuer la facture pour les entreprises. Les Républicains, eux, ils sont plutôt sur on ne veut pas décaler l'indexation des retraites de 6 mois. Donc toute la question, c'est qu'est-ce que ça va financer et c'est pas travailler plus pour gagner plus et augmenter le potentiel de croissance de l'économie. En fait, normalement, quand vous travaillez plus, vous avez des revenus en plus et donc vous payez plus d'impôts sur le revenu, vous payez plus de cotisations. Là, c'est vraiment l'État qui dit allez, je me sers 0,3% de la masse salariale de l'entreprise et puis je finance la dépendance avec. Travailler plus pour gagner moins, c'est sûr que ça passe pas dans toute la société française. Oui, et c'est vrai qu'on voit bien que la difficulté en France, c'est qu'on travaille moins, mais moins longtemps que les autres pays pour un modèle social qui est plus généreux. Mais la difficulté, c'est qu'on travaille moins en début de carrière et en fin de carrière. Et que toucher à ce temps de travail, finalement, c'est très difficile. C'est parce que les gouvernements successifs aimeraient bien parfois revenir sur les 35 heures ou en tout cas faire en sorte que les Français travaillent un petit peu plus et qu'ils n'y arrivent pas. Supprimer des jours de RTT, c'est une petite bombe sociale. Mettre une journée de solidarité, au final, ça revient à peu près à la même chose. Mais ça passe mieux parce qu'on se sent impliqué. On se sent impliqué. La difficulté, c'est que, en plus, si on part sur ce système, on peut se dire que c'est quand même un puits pas sans fond, mais presque, parce que ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'il faut pour financer la dépendance. J'ai regardé les chiffres, 1 200 000 personnes âgées dépendantes 2015. D'ici 2030, on sera déjà à 1 500 000.
Et en 2050, ce sera 2 200 000 personnes dépendantes. Donc vous voyez, c'est exponentiel. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que le risque, c'est une boîte de Pandore. On en a fait une, on en fera une deuxième. Et puis dans 5 ans, parce qu'on n'aura pas vraiment posé le problème, on en fera une troisième, voire une quatrième. Et tout à fait. Et puis le problème est mal posé. Parce que si on dit l'économie française a un problème, elle manque de volume de travail, on ne dit pas ça va être une journée obligatoire pour financer de la redistribution. Il faut juste que ça serve la croissance de l'activité, la croissance des entreprises. Si les entreprises n'ont rien à y gagner, en fait, ça revient à un prélèvement sur elles. Ça. Pourquoi les entreprises disent que finalement, c'est pas forcément parce qu'en fait, concrètement, ça revient, dans l'application concrète, ça revient à prélever 0,3%, l'équivalent d'un jour de travail sur l'entièreté des jours de travail travaillés dans l'année. L'État dit, voilà, moi je vous fais ce prélèvement. Concrètement, c'est ça que ça... conduire à des suppressions d'emplois ? En tout cas, ça alourdit le coût du travail. En plus, si on veut tuer dans l'œuf l'idée qu'il faut que les Français travaillent plus, si on leur dit vous allez travailler, mais vous allez le faire gratuitement et ça ne va pas être un deal dans les branches professionnelles, dans les secteurs professionnels ou dans votre entreprise, c'est quand même la meilleure façon de le faire. Et du coup, on part sur l'idée, est-ce qu'il faut travailler plus ? Le ministre de l'économie, Antoine Armand, a dit il faut qu'on pose la question, travailler plus, ça peut passer par ce jour de solidarité, ça peut passer par d'autres moyens. Quand on dit qu'il faut travailler plus, ce n'est pas à la schlag, il faut que les Français qui sont déjà au travail travaillent plus. Férié, on est payé 10% de plus. Donc là, c'est le contraire. Et il faut que les Français collectivement qu'on arrive à mettre plus de personnes au travail. Et ça passe par quoi ? Comme le disait très bien Fanny, par le fait que les jeunes ne se retrouvent pas sans formation, ni en études, ni en emploi, ni en formation très jeunes. C'est augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire essayer de les faire travailler un peu plus longtemps. Et donc ça passe par le relèvement de l'âge de départ à la retraite, mais aussi d'un changement de culture des entreprises pour les garder plus longtemps. Et donc, en fait, on mélange un peu tout. Et si on commence à dire aux Français, travaillez plus, comme ça... Ça devient un peu anxiogène pour tout le monde. Ça devient anxiogène. Vous avez le mot de la fin, Fanny Guinochet. Pour le coup, le seul point positif qu'il y a quand même dans cette idée, c'est de se dire que quand même, on se soucie de la dépendance. Et c'est vrai qu'on a quand même créé une branche supplémentaire dans la sécurité sociale en se disant, il faut quand même se traiter. Et l'argent du jour de solidarité bien fléché vers la dépendance. Vers la dépendance, c'est-à-dire les EHPAD, ça parle à tout le monde. On sait combien la vie dans les EHPAD est difficile et on manque d'argent. Ça va vers l'autonomie, vers le handicap. Donc ça, c'est quand même, il faudrait qu'on trouve. Et c'est encore les actifs en emploi qui vont régler la facture. En un mot, oui, non. Aucune chance de survie ? Oui, non. Ça a une chance de survie, puisqu'il y a plusieurs parlementaires. On n'a pas encore entendu tous les ministres. Oui, je pense Laurent que ça Saint-Martin est favorable pour le budget. On verra les arbitrages. Merci pour ce tir croisé. Question qui fâche, effectivement. J'en conviens parfaitement. La suite de cette semaine américaine à retrouver tout de suite. Et moi, je vous retrouve demain soir, même lieu, même heure. Très belle soirée sur LCP.